Bon, alors donc, je continue. Donc, ça va être vraiment la dernière séance où on va faire des choses vraiment générales disons que les deux prochaines et dernières séances vont être consacrées à des géométries un peu plus spécifiques et donc oui, donc à partir de la semaine prochaine, on va vraiment se concentrer sur la géométrie algébrique et la fabrication d'exemples par la géométrie algébrique. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'application des périodes globalement définies, donc par opposition à ce qu'on a fait jusqu'ici, qui était de regarder la théorie des déformations locales. Et on a déjà tiré énormément de conséquences, mais maintenant il s'agit d'utiliser, vraiment de construire une sorte d'espace de module. Alors, je vais m'expliquer, mais en toute généralité, c'est en dehors du contexte de la géométrie algébrique, donc ça va être quelque chose qui ressemble plus à la théorie de Teichmüller, enfin l'espace de Teichmüller pour les surfaces de Riemann. Et c'est ce qu'on a appelé l'espace de module marqué. Donc, ça peut paraître à première vue assez artificiel, mais finalement, c'est donc au moins pour le cas des variétés hyperkählériennes. Alors, je ne sais jamais si ce sont les périodes qui sont marquées ou l'application. Enfin bon. Donc c'est quoi cet espace de module marqué? Donc, comme ensemble, ça va être. Alors, donc, on va prendre X. X, ce sera notre variété hyperkählérienne de référence. Et on va faire, donc ça sera une sorte de point de référence, et on va faire l'espace de module marqué pour ce X. Et donc, ce sera l'ensemble des XT, qui sont des variétés hyperkählériennes, des formations de X. Alors donc, XT plus la donnée d'un isomorphisme de H2 de X'(Z) vers H2 de XZ, compatible avec les formes de Boville-Bogomolov. Et alors, bien sûr, ce n'est pas ça, cet ensemble monstrueux. On va prendre les classes d'isomorphisme de ces objets-là. En fait, ce sont des classes d'isomorphisme de paires xt phi. Alors, comment je dis classe d'isomorphisme, donc je dois dire que sont les isomorphismes? Eh bien, c'est simplement donc si j'ai un xt phi et un xt' phi', eh bien, les isomorphismes, ça va être donné par un isomorphisme de variété complexe. Donc, psi xt isomorphe à x''t. Et on va demander que alors, ce phi, c'est ce qu'on va appeler le marquage. Donc, les marquages phi et phi' sont liés par la relation. Donc on va dire phi égale, alors que je dis pas de bêtises, psi t, donc on va dire voilà, psi étoile. Donc voilà. Donc ça va plutôt être phi' égale phi rond psi étoile. Voilà, donc on a bien clairement défini cette relation d'isomorphisme. Et donc,
Voilà, maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi cet espace est bon. Alors, la première chose à remarquer, c'est que c'est le bon espace pour définir l'application des périodes. Alors, il y a le domaine des périodes donc, associé à X. Donc, j'avais déjà défini. Donc, c'est contenu dans PH2 de XC. Donc, était défini par donc, les conditions. D'abord, c'est la quadrique. Et puis, les conditions de type Hodge, enfin, type Lefschetz, ou Hodge-Riemann plutôt. Voilà, donc on a ce domaine des périodes et l'application des périodes marquées. C'est exactement la même chose que. Je fais exactement la même chose que quand j'avais défini l'application des périodes locales. Bon, à une donnée xt phi. Je vais associer, eh bien, donc, la droite H2,0 de xt, donc ça c'est C sigma t, c'est sigma xt, pardon. Donc contenu dans H2 de xtc. Donc ça me donne un point dans cet espace projectif. Donc on a déjà expliqué pourquoi ce point satisfait ces conditions pour la forme de Boville-Bogomolov de Q'. Et maintenant, j'utilise mon marquage justement pour dire que cet espace, c'est la même chose que H2 de XC. Et donc, et de plus, cet isomorphisme, par définition, il préserve les formes de Boville-Bogomolov. Donc, à la fin, on tombe dans donc ce point-là. En fait, ça définit un point de D. Voilà, donc, vous voyez, finalement, ce domaine des périodes marquées, il est vraiment fait pour qu'on puisse globaliser l'application des périodes. Mais en fait, il faut, pour revenir à ce que j'avais fait auparavant, j'avais fait des choses comme ça. Donc, j'avais regardé des déformations locales paramétrées par un germe de variété lisse. Donc, ça peut, en général, je prenais par exemple une boule. Et donc quelque chose en tout cas qui est simplement connexe. Et donc j'avais dit que dans ces conditions, on sait qu'en C infini, ceci c'est. Alors donc ça c'est une déformation de la fibre centrale qui est choisie isomorphe à x0. Fibre centrale x0 choisie isomorphe à x. On dit qu'en C infini c'était la même chose que x croix B univ. Et c'est ça, c'est. Bon, ce difféomorphisme au-dessus de la base, il n'est pas canonique, mais il est canonique à isotopie près, donc il induit un isomorphisme, canonique. Donc là, disons, il est canonique étant donné cette famille et une base simplement connexe. Et donc, quand j'avais défini l'application des périodes, j'avais exactement utilisé cet isomorphisme qui, en fait, nous tient lieu de marquage. Donc, cette notion de marquage, c'est quelque chose qu'on se donne, sachant que dans la situation locale qu'on avait, le marquage, il nous est donné. Voilà. Alors maintenant, donc... Et alors, maintenant, la remarque à faire, c'est justement que ceci, donc dans la situation locale, j'ai un marquage naturel chaque fois que je me donne une base, une famille paramétrée par une base simplement connexe. Et du coup, on a une application. De B univ vers notre espace de module marqué.
Et donc, la première chose à faire, c'est, maintenant que vous étudiez cet espace, la première chose à faire, c'est de remarquer que peut-être quitte à les restreindre, ces flèches-là me donnent en fait un système de cartes. Donc, ça va nous montrer que ce M marqué, déjà, il est pas mal parce qu'il a au moins le début d'une structure de variété. Donc peut-être l'M, quitte à restreindre le B univ, de toute façon, je vous ai dit que c'était un germe. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au voisinage du point 0. Quitte à restreindre B univ, eh bien, la flèche naturelle donc de B univ vers M marqué fournit une carte locale, est injective et fournit une carte locale pour il fournit donc une carte locale pour ce M marqué. Alors eh bien, en fait, il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est que ce M marqué et se souvenir un petit peu de ce qu'est le B univ. Il faut se souvenir de ce qu'était que ça répond au problème de représentation, de représentabilité du foncteur de déformation. Donc là, ici, on travaillait avec ça représente les déformations les familles de déformations de la fibre, donc des XT qui sont des déformations de X0. Et puis, il faut se souvenir qu'il y avait dans la définition du foncteur de déformation la donnée d'un isomorphisme de la fibre centrale avec X. Donc on avait le foncteur de déformation, donc c'est la donnée d'une famille et d'un isomorphisme de la fibre centrale avec notre X. Et donc en fait, si on voit, on compare avec la définition d'un espace de module marqué, on se rend compte que la différence entre ce qui mène à la construction de la base de la famille universelle de déformation et ça, c'est lié aux automorphismes de la fibre centrale, et donc, et plus précisément aux automorphismes de la fibre centrale qui agissent trivialement sur H2. Et donc, en fait, ça résulte du résultat suivant. L'M, si psi donc, est un automorphisme de X agissant trivialement sur H2 de X. Alors, je peux mettre n'importe quel coefficient, mettons, je mets Z. Donc agissant par l'identité. En fait, je pourrais mettre d'ailleurs ici aussi bien plus ou moins l'identité. Alors, psi agit trivialement sur B univ. Et une autre manière de le dire, cet automorphisme continue à exister lorsque je déforme. Donc, vous voyez, si on se souvient de la définition du foncteur de déformation, on voit que les automorphismes de la fibre centrale agissent
ils agissent sur B univ, ils agissent sur le foncteur. Parce que si je prends un autre... Vous voyez, là, on a la donnée, dans la donnée du foncteur, on a la donnée de cet isomorphisme de la fibre centrale avec X. Donc, si cet isomorphisme de la fibre centrale avec X, je peux le composer avec un automorphisme de la fibre centrale. Et donc, ça me donne bien une action des automorphismes de la fibre centrale sur mes données. Et donc, si j'ai une action sur le oui, c'est une action sur le foncteur, et donc ça va me donner en tout cas une action sur la variété qui représente le foncteur. Et donc, une autre manière de voir ça, c'est que cette application-là, essentiellement, elle va se quotienter par les automorphismes de X agissant trivialement sur le H2. Et c'est là où on veut montrer que cette action est triviale. Bon, alors je vais vous expliquer la démonstration. Il faut bien se rendre compte qu'il y a quelque chose de totalement non trivial dans cet énoncé, qui ne va pas être vrai. L'exemple typique où on va rencontrer un problème, c'est lorsque vous faites la théorie l'espace de module des courbes. Et vous regardez les courbes dites hyperelliptiques parmi toutes les courbes. Donc, à partir de genre 3, les courbes hyperelliptiques, ce sont des courbes qui sont spéciales, mais elles sont munies d'une involution qui agit. Alors, elle agit par -1 sur la cohomologie de degré 1. Donc, par exemple, si je regarde, au lieu de regarder la courbe C, je regarde son produit symétrique C2, eh bien, l'involution hyperelliptique, elle va agir trivialement sur le H2 de la surface C2. Mais l'action sera non triviale sur la base B unive. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va regarder cette flèche, la flèche correspondante du B unive vers l'espace de module marqué pour le H2, mettons le H2 de C2, eh bien, il va y avoir un quotient non trivial par l'involution hyperelliptique. C'est pour ça que l'espace de module des courbes n'est pas lisse et il n'a pas comme carte les cartes données par la famille de déformation universelle. Il y a des groupes d'isotropie non triviaux. Donc là, on a un phénomène particulier. Alors, donc la démonstration... Donc, eh bien, en fait, peut-être une petite remarque. Donc, on sait que O de 0 de X, c'est-à-dire les automorphismes, c'est le groupe, la partie continue du groupe des automorphismes, est égal à... Donc, il n'y a rien dedans. Donc, ça c'est parce que 0 de xtx égale 0. Et ça, c'est une généralité. Je reviendrai dans une minute là-dessus. Qui dit que ça entraîne que le groupe haute x H2, c'est-à-dire c'est le groupe des automorphismes de X agissant trivialement sur H2. Donc, ce groupe-là est fini. Alors maintenant, j'ai ce groupe G qui agit sur... qui va agir sur ma base B unive. Et c'est un groupe fini. Pour savoir s'il agit trivialement, j'ai besoin juste de montrer que son action infinitésimale est triviale. Enfin, pardon. Son action sur l'espace tangent. Voilà, il suffit. Ça, c'est la linéarisation des actions de groupe fini. Donc, de voir que l'action
Donc, alors, ce G, il agit sur B uni, bien sûr, en fixant le point 0. Hein, donc, il suffit de voir que l'action sur l'espace tangent au point 0, donc ça, on a déjà vu que c'était H1 de x Tx, donc l'action de ce groupe G, est triviale. Mais ça résulte de quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. H1 de x Tx, donc en fait c'est isomorphe canoniquement à ohm H2 0 de x H1, alors H11 de x, c'est-à-dire H1 de x oméga x. Et ça, cet isomorphisme, il est canonique, il est donné par... ça, c'est une forme de type 2,0, donc elle induit par contraction une flèche de Tx vers son dual. Et c'est un isomorphisme parce que la forme est non dégénérée. C'est un truc qu'on a rencontré plusieurs fois dans le calcul de l'application des périodes, etc. Mais vous voyez que ça, c'est canonique, et l'action de psi va être... psi, dans ce hôte x H2, sur H1 de xtx et sur ces espaces, donc est compatible avec cet isomorphisme. Mais l'hypothèse, c'est que le psi agit par l'identité sur H2, donc il va agir trivialement à droite. Voilà, donc la conclusion, c'est que l'action sur le H1 est triviale. Et donc, il ne se passe rien. Alors, on va dire, je n'ai pas exactement d'espace en tête d'exemple, enfin, on va dire, je ne sais pas si ça existe, d'exemple de variétés hyperkählériennes dont tous les membres admettent un automorphisme non trivial. Tu connais ça? Bon. Ah oui, tu as raison, voilà, par exemple, voilà. Ça, je vais l'expliquer, c'est Lieberman. En fait, disons, le groupe des automorphismes, il y a une partie qui est continue. Et ça, c'est lié aux automorphismes infinitésimaux. Donc là, je dis, ce truc-là, on sait que ça va être nul parce que le H0 de xtx est égal à 0. Et après, donc, il y a une partie discrète. Et ce que l'énoncé, c'est que bon, en fait, je vais revenir là rapidement. En général, les automorphismes, c'est vrai pour n'importe quelle variété kählérienne compacte. Si vous prenez les automorphismes qui agissent trivialement sur le H2, ça forme un groupe compact. Donc, si en plus on sait que la partie continue est triviale, eh bien ce groupe est en fait fini. Donc, de toute façon, je vais expliquer pourquoi c'est vrai. Voilà, donc maintenant, ça c'était la première remarque. Il y a quand même un tout petit peu cette spécificité de la géométrie hyperkählérienne qui apparaît, comme j'ai dit, dans ce lemme-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à notre M marqué, sachant que, grosso modo, on a trouvé des cartes pour cet espace? Bien, en fait, il peut se passer un problème qui a été découvert déjà dans les années 80, je ne sais pas situer ça exactement. Donc, je pense que le premier exemple, d'ailleurs, était noté par Olivier. Pas simple. Et donc le problème, c'est la possibilité que cet espace soit non séparé. Donc non-séparation, voilà, donc on se donne une famille de déformations ici d'une variété X, hyperkählérienne, et puis on se donne une autre famille comme ça,
Donc, famille de déformation d'une autre variété X'. Alors, mettons que ce soit des familles universelles. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe donc, au voisinage du point de référence. Et le phénomène de non-séparation apparaît lorsque on a ici donc des Tn dans B qui tendent vers le point de référence ici, et puis ici des Fn qui tendent vers le O' avec xtn isomorphe à x'Sn. Mais X n'est pas isomorphe à X'. Alors, ces phénomènes ont été découverts, donc il y a des exemples explicites dans une note d'Olivier, qui décrit déjà donc le phénomène de non-séparation et sa conséquence, qui est le fait que le théorème de Torelli ne peut pas être vrai sous la forme sous la forme la plus naïve, disons. Parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cette situation-là, en passant à la limite, les deux variétés X et X' ont le même point par l'application des périodes. Alors là, moi j'ai dit une bêtise. Ça ne suffit pas. On veut que cet isomorphisme. Bon, là, ces deux familles universelles, elles sont donc il y a le marquage naturel, donc H2 de xt isomorphe à H2 de x. Là, pareil, H2 de x'T isomorphe à H2 de x'. Là, donc on fixe un isomorphisme H2 de x isomorphe à H2 de x'. Mettons un coefficient entier, et donc on regarde des familles d'isomorphismes parce qu'on est en train de travailler dans l'espace de modules marqué, donc il faut demander plus. Donc ce sont des isomorphismes donc, tels que, mettons, psi étoile. Alors, naturellement, ça doit être plutôt psi moins 1 étoile. Soit ce phi composé avec ces isomorphismes. Voilà. Donc, alors vous voyez, si on a ça, donc les domaines de période deviennent isomorphes, on a les applications des périodes, et à cause de ces isomorphismes, les points de période de Tn et de Sn sont les mêmes, et donc en passant à la limite, les deux variétés X et X' ont la même période. Alors donc c'est ça le problème qui peut nous gêner, et ça avait déjà été étudié par Burns et Rapoport dans l'étude du problème de Torelli pour les surfaces 4A. Donc ils voulaient déduire le théorème de Torelli de ce qu'on savait déjà, à savoir le théorème de Torelli pour les surfaces de Kummer, si je me souviens. Et donc l'idée, c'était d'utiliser la densité de ces surfaces de Kummer et de passer à la limite. Et donc ils avaient un peu un problème comme ça. À ce moment-là, la logique marchait dans un sens un petit peu complètement différent. Et donc le lemme de Burns et Rapoport nous dit que, en tout cas pour ces variétés-là, enfin là j'exagère, même là on va dire que ce n'est même pas la peine que ça soit hypercalérien. Donc sous ces hypothèses, eh bien, les deux variétés X et X' ne sont peut-être pas isomorphes, mais elles sont birationnellement équivalentes. Alors,
je vais expliquer ça. La démonstration fait appel à un théorème de compacité qui est très important. Ce théorème de compacité, dans sa version la plus générale, c'est ce qu'on appelle le théorème de compacité de Bishop. Il prend une forme infiniment plus agréable dans le cas keulérien. Et si on veut restreindre le cas keulérien au cas projectif, le théorème de compacité, ça devient à ce moment-là essentiellement le théorème de Chow. Donc, alors, que dit Bishop? Il dit la chose suivante. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment un énoncé très très général. Donc, soit X, une variété complexe, compacte. Donc, et soit H, donc égale G moins I oméga, donc une forme. Donc une structure hermitienne, mais pas nécessairement keulérienne, a priori on n'en a pas. Donc une métrique hermitienne sur X, avec forme de Keller oméga qui va nous permettre de calculer les volumes riemanniens des sous-variétés. Donc le théorème, c'est... Donc si je regarde l'ensemble des Y contenus dans X, donc qui sont les sous-espaces analytiques de X, mettons de dimension K, et de volume riemanien. Donc alors le volume riemannien, ça consiste à prendre l'intégrale de la puissance adéquate. Bon, il faut mettre une factorielle normalement. Donc borné. Donc, voilà, donc on se fixe un M et puis on va prendre les sous-ensembles de volume bornés par M. Et bien cet espace est compact. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment un théorème. Enfin, comment vous dire, la structure locale de ces espaces est comprise indépendamment à leur sous-espace analytique fermé. Donc, dans cet ensemble-là, c'est pas très facile, mais la structure locale est relativement bien comprise. C'est une partie de la théorie des formations. Donc, ça, c'est la notion d'espace de Douady. Et donc, on sait que localement, cet espace-là va avoir une structure d'espace analytique, en condition, bon, peut-être, il faut penser plutôt en termes de schéma de Hilbert. Enfin, il faut peut-être donner plus de structure, mettre plutôt des sous-schémas analytiques pour avoir une bonne structure. Mais bon, ce n'est pas du tout ça que vise le théorème de Bishop, c'est vraiment la compacité. Qu'est-ce qui se passe quand on va loin, quand on déforme loin? Est-ce que notre espace peut disparaître, etc. Et donc, alors ça c'est la forme, donc on va dire non keulérienne, mais donc la puissance de cet énoncé est évidemment beaucoup plus grande en keulérien. Donc le corollaire. Donc, maintenant, si X est keulérienne, et plus précisément, donc on choisit maintenant une métrique hermitienne keulérienne, donc d oméga égale 0, eh bien, cette condition-là, en fait, on va pouvoir la remplacer par la condition suivante. Donc, le même ensemble, donc l'ensemble des Y, etc. Donc sous espace analytique fermé de X de dimension 1, avec, donc là je mets la même chose que là, mais maintenant je remplace cette condition-là par la condition que la classe de Y est fixée.
Donc ça, c'est la classe de cohomologie dans H de K de X. On peut mettre Q si on veut, de toute façon, ce n'est pas très important. Eh bien, cet espace-là est compact. Et c'est clair parce que, puisque dω égale 0, eh bien l'intégrale somme sur y de oméga puissance k, c'est quelque chose qui dépend seulement de la classe de cohomologie de y. Si vous voulez, quelque chose comme ça. Et donc, à classe fixée, ce nombre-là va rester borné. Et donc, comme je vous l'ai dit, si je passe dans le cadre de la géométrie projective, je vais prendre pour oméga donc le C1 de O de 1 pour un plongement projectif. À ce moment-là, donc ici, ces énoncés-là, ça va être les énoncés de Chow, à savoir donc, finitude du nombre de... Enfin, il existe un nombre fini de variétés algébriques projectives paramétrant tous les sous-schémas de X, bon, par exemple d'un degré fixé. Là, j'ai fixé toute la classe, mais à vrai dire, encore une fois, c'est juste le volume par rapport à oméga de la classe qui nous intéresse. Donc ici, au lieu de fixer le Y, je pourrais me contenter de fixer somme sur, enfin, le volume de Y calculé par rapport à... Voilà, et donc par exemple, une application, c'était un des corollaires de cet énoncé de Bishop, c'est c'était justement le théorème de Lieberman, donc, qui est cette finitude de haute, alors compacité de haute x h2 lorsque x est kählérienne compacte. Donc pourquoi eh bien parce que si je prends un phi dans haute x, je peux lui associer son graphe gamma phi contenu dans x croix x. Et donc maintenant, on va calculer le volume du graphe pour... Donc sur x, j'ai ma classe de Keller. Maintenant, j'ai une seconde copie. Donc sur x croix x, on va mettre une forme de Keller qui sera PR1 étoile oméga plus PR2 étoile oméga. Et puis donc, on va regarder... Ce qui va nous intéresser, c'est de calculer le volume du graphe. Donc ça va être ça. Je peux même mettre une factorielle. Donc là, c'est n, le gamma phi, c'est isomorphe à x. Et le n, c'est la dimension de x, bien sûr. Mais donc, par définition du graphe, c'est aussi somme sur x de oméga plus phi étoile oméga à la puissance n. Donc, si vous savez que le phi agit trivialement sur H2, comme l'identité sur H2, donc ça c'est sous l'hypothèse que donc ça c'est si phi agit par l'identité sur H2, ça n'est rien d'autre que somme sur x de puissance n oméga puissance n, donc quelque chose qui ne dépend pas de votre phi. Et donc c'est borné, et donc ça fait partie d'un ensemble analytique qui est compact par Bishop. Et donc, si de plus vous savez que le haut de 0 est trivial, ou le H0 de Tx est trivial, eh bien, les automorphismes sont discrets, donc ils forment des points discrets de cet ensemble analytique compact. Donc il n'y en a qu'un nombre fini. Voilà, donc ça c'est la première application. Alors maintenant, pour l'application au lemme de Burns-Rapoport, on va faire une version, une variante du théorème qui est plus utile, une variante du théorème de Bishop.
Alors maintenant, au lieu d'avoir une seule variété, on va prendre une famille de variétés au-dessus d'une base, comme ça. Donc on va dire pi propre et lisse. Et donc on va mettre H, ça sera une métrique hermitienne sur les fibres, qui, comme auparavant, permet de calculer le volume des riemanniens des sous-espaces analytiques. Donc, oui, bon, là, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Hein. C'est seulement pour les sous-espaces analytiques qu'on a ce calcul du volume riemannien par cette intégrale. Donc on a une métrique sur les fibres, et donc la version du théorème de compacité, ça va devenir dans ce cas-là une conclusion de propreté. Donc si on prend les YT contenus dans les fibres XT, donc ça va être les sous-espaces analytiques de dimension K, donc tels que somme sur YT de oméga t à la puissance K, soit inférieur ou égal à M. Vous prenez cet espace-là, donc maintenant vous regardez tous les sous-espaces analytiques dans les fibres. Ce truc-là, ça s'envoie sur la base, et la conclusion, c'est que l'analogue de la compacité, c'est la propreté. Voilà, et alors, donc pareil, bon, dans le cas où les fibres sont keylériennes, alors on va avoir une conclusion un peu meilleure qui va porter, enfin je veux dire qui va s'appliquer à notre situation ici. Alors, donc démonstration du lemme de Burns-Rapoport. Bon, j'ai cette situation là avec xtn qui est isomorphe à x'Sn. C'est ce que ça. Voilà, avec ce tn qui tend vers 0 et ce Sn qui tend vers 0. Et surtout, le point important, c'était que ces isomorphismes-là, phi n, eh bien, ce que j'ai demandé, c'est que le gamma phi n étoile, donc qui va de H2 de ça vers H2 de ça, ça soit constant si on utilise des trivialisations naturelles des systèmes locaux. Voilà. Alors maintenant, du coup, je regarde, alors je vais prendre oméga, disons oméga t et oméga prime t, donc comme ça, là c'est peut-être comme ça, S appartient à B'. Donc je vais prendre une famille de classes de Keller, de forme de Keller dans les fibres. Il faut faire attention que lorsque je prends des familles de déformation universelle pour une variété hyperkeylérienne, toutes les fibres vont être keylériennes par définition. Ça ne dit absolument pas qu'il existe une classe constante dont les restrictions aux fibres sont toutes des classes de Keller. Ça serait contradictoire avec le fait que l'application des périodes fait bouger le H1. Mais ce n'est pas grave, je peux prendre une famille de classes de Keller dans les fibres et qui convergent, donc continuent. Hein, donc ça veut dire que lorsque t tend vers 0, eh bien le oméga t converge vers un oméga 0 et le oméga s converge vers un oméga prime s converge vers un oméga prime 0 lorsque s tend vers 0. Alors donc alors maintenant donc je calcule le volume par rapport à donc maintenant j'ai ce gamma phi n qui est quelque chose je suis dans B croix B', j'ai tous ces points là Tn Fn qui tendent vers le point O'. Et donc, j'ai dessus, j'ai ma famille X croix X', comme ça.
Et puis j'ai les graphes gamma phi n. Donc c'était phi n étoile. Et puis donc, je prends le gamma phi n, donc, qui était un point donc, dans le xtn, x prime Sn, et je calcule donc, le volume de ce gamma phi n pour, eh bien, donc, je vais prendre oméga donc, au point Tn Sn. Donc ça sera exactement comme avant, PR1 étoile oméga Tn plus PR2 étoile oméga Sn. Ça me donne une forme de Keller sur la fibre. Je calcule ça, somme sur gamma phi n de oméga Tn Sn à la puissance n. Et c'est la même chose que somme sur xtn de oméga tn plus, et alors là je dois mettre le phi n étoile de oméga prime tn, mais le phi n étoile il est déterminé par le phi, donc c'est ça qui est agréable, c'est qu'ici je peux mettre, ici c'est vraiment des classes de cohomologie, plutôt qu'en termes de forme, on pense en termes de classes de cohomologie, et c'est ça, c'est phi étoile oméga prime Sn à la puissance n. Mais maintenant, le phi il est constant. Ça, quand Tn tend vers 0, ça a une limite. Ça, quand Sn tend vers 0, ça a une limite. Donc tout ça a une limite. Et donc la conclusion, c'est que ceci est borné. Je ne dis pas que c'est constant, simplement parce que je n'ai pas pu prendre ces classes de cohomologie constantes. Mais c'est borné parce que ça a une limite et ça a une limite. Voilà. Et donc la conclusion, c'est que eh bien, ces espaces analytiques gamma phi n, eh bien, ils vont avoir une limite grâce au théorème de propreté. Donc il existe un gamma contenu dans x croix x', qui est une limite de... alors bon, la limite, il faudra en fait préciser la topologie, c'est au sens de Gromov-Hausdorff, mais en particulier la classe de cohomologie, c'est la limite des classes de cohomologie des gamma phi n. Enfin, qui d'ailleurs par la même occasion existe. Donc limite des gamma phi n. Et c'est ce gamma qu'on va utiliser pour construire une application birationnelle entre x et x'. Maintenant, il ne faut pas oublier que le gamma phi n, c'est un isomorphisme entre x et x'. Donc son degré c'est sur xtn, donc il était là-dedans, donc il est contenu dans le produit. Ici, ces deux applications sont de degré 1. Bon, le degré de ces applications, c'est quelque chose qui se voit sur la classe de cohomologie. Et donc, j'en conclus que eh bien, j'ai maintenant mon gamma qui est dans x croix x'. Il est de dimension n et le degré des deux projections de gamma sur x et sur x' est égal à 1. Et ça me... dessus de x et de x'. Et ça veut dire que ce gamma a une seule composante qui domine et qui est de degré 1 au-dessus de x et une seule composante qui est de degré 1 au-dessus de x'. Donc, composante irréductible, donc gamma 1, voilà, qui est de degré 1 au-dessus de x, et il existe une seule composante irréductible gamma 2 de degré 1 au-dessus de
X'. Et finalement, donc, ce qui se passe, c'est que eh bien, donc finalement, ça me dit que mon gamma, c'est gamma 1 union gamma 2, union d'autres composantes, et celle-ci ne dominant ni X ni X'. Et là, la conclusion qu'on voulait montrer, à savoir le fait que X et X' sont birationnels, c'est le fait que... Donc, il reste à montrer. Donc, fin de la preuve. Je dis que gamma 1 est égal à gamma 2. Et donc, du coup, ça me dit que ce gamma 1, qui est de degré 1 au-dessus de X et X', donne un isomorphisme birationnel. Alors, pourquoi c'est vrai? C'est tout simplement que, donc, peut-être preuve, on regarde l'action de, donc, on va dire gamma étoile sur H2,0. Et on note que si on avait gamma 1 différent de gamma 2, eh bien, on trouverait que le gamma étoile vaudrait 0 de H2,0 de X vers H2,0 de X'. Par un argument, là, ça va prendre trop de temps, donc je ne vais pas le faire. Et ça, c'est une contradiction, parce que gamma étoile est injectif sur... Sur H2, il ne faut pas oublier que ce gamma, c'est une limite d'espace analytique, donc sa classe de cohomologie. En fait, les classes de cohomologie sont tout simplement stationnaires à partir d'un certain cran. Donc sa classe de cohomologie, c'est la même que des gamma phi n qui apparaissent. Donc c'est certainement un isomorphisme. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus sur le lemme de Burns-Rapoport. Mais en tout cas, la conclusion de ce lemme, qui est quand même très important, enfin, pas seulement historiquement, c'est que les problèmes de non-séparation qu'on rencontre dans l'espace de modules sont exactement des problèmes de variété, des problèmes de géométrie birationnelle, à savoir de variété hyperkählérienne. Donc, hyperkählérienne, donc birationnelle, mais non isomorphe. Alors, bon, il y a peut-être... maintenant, on va dire des choses sur les transformations birationnelles, les isomorphismes birationnels entre variétés hyperkählériennes. Ces choses-là sont apparues seulement lorsqu'on a étudié les variétés hyperkählériennes de dimension supérieure, à cause du lemme suivant. Bon, j'ai déjà dit qu'en dimension 2, on avait seulement les surfaces K3. 2 surfaces K3 qui sont biméromorphes sont isomorphes. Et donc, alors peut-être expliquer pourquoi c'est vrai très vite. Finalement, une partie des arguments va resservir. Donc, vous avez vos deux surfaces K3 S et S'. Vous avez votre isomorphisme, votre isomorphisme birationnel comme ceci. Et bien sûr, vous pouvez le désingulariser. Maintenant, ceci c'est un éclatement, en fait ceci aussi, c'est aussi une série d'éclatements. Et donc ce qui se passe, c'est que et ces deux variétés ont le fibré canonique trivial.
Et donc maintenant, vous appliquez le formule pour le fibré canonique d'un éclatement, vous trouvez que KS tilde, ça va être du coup E, c'est le diviseur exceptionnel. Alors bon, ça veut dire somme des composantes exceptionnelles comptées avec des multiplicités adéquates. Donc, ici, ça veut dire qu'on a E, c'est une union cobrationnelle qui sont produites par les éclatements de points successifs. Et pareil, donc ici, je vais avoir un diviseur exceptionnel qui est contracté sur ce S'. Et maintenant, si je calcule le diviseur canonique de ce KS tilde, on va trouver que c'est F. Et maintenant, c'est le diviseur exceptionnel de phi tilde. Mais ce que dit, et alors bon, il faut, toutes les courbes exceptionnelles apparaissent dans ce diviseur qui est un diviseur effectif. C'est le diviseur du tiré en arrière d'une forme canonique sur S ou sur S'. Et donc la conclusion, c'est que ça nous dit que les diviseurs E et F sont contractés, enfin sont égaux. Et ça dit que tout ce que j'ai éclaté ici, je dois le recontracter ici. Donc finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Et donc ça veut dire que phi n'a pas de détermination. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors par contre, et ça c'est ça qu'on va regarder dans la deuxième partie cours. Donc cet énoncé-là, ici, ça devient faux dès la dimension 4. Et donc De Bar a utilisé, comme je dis, des variétés donc de dimension 4, tout à fait explicites. Donc c'était du type ILB2 de surface K3, donc comme j'ai décrit la dernière fois, qui, avec une transformation birationnelle explicite entre les deux, et qui, donc dans son cas, la transformation birationnelle était explicite. Donc, il utilisait ce qu'on appelle maintenant les flops de Mukai. Donc, en l'occurrence, ça se produit chaque fois que vous avez un Pn contenu dans X, qui est une variété hyperkilérienne, ce sera peut-être plutôt M, de dimension n égale 2m. Donc c'est forcément lagrangien, parce qu'il n'y a pas de deux formes holomorphes non triviales sur l'espace projectif. Donc du coup, il est lagrangien. Et du coup, vous trouvez que le fibré normal, NPM sur X, est isomorphe au fibré cotangent. Et ben ça, c'est l'effet général que j'ai déjà mentionné aussi la semaine dernière, concernant la géométrie des sous-variétés lagrangiennes. Cet isomorphisme-là, il est donné par la contraction avec la deux formes le long de ce PN. Et donc, on a cet isomorphisme, et du coup, lorsqu'on éclate, il y a un jeu vraiment de géométrie projective pour le coup. Donc, si on éclate donc, le PM, le diviseur exceptionnel E de l'éclatement, ça va être le fibré projectif P de oméga PM. Et ce truc-là, c'est une variété d'incidence, et ça se recontracte sur, je pense, le PM dual. Et donc, donc, non seulement le E, alors après il faut comprendre que non seulement le E, donc maintenant il est comme ça, mais en fait on peut construire maintenant une autre variété X', qui consiste à recontracter, je dis ça c'est une variété d'incidence dans PM croix PM dual, et il faut vérifier le critère de
de contraction, que le E restreint à lui-même est de degré -1 sur les fibres. Enfin, le fait est que cette flèche naturelle, en fait, elle permet de recontracter le E dans une autre direction. Voilà, donc, alors après, donc on peut faire des exemples explicites de S2. Donc vous prenez S, une surface 4,1, des S2 contenant des P2. Alors là, il y en a plein. Donc bon, par exemple, soit vous prenez une surface 4,1 qui contient une courbe rationnelle lisse, c'est ce que fait Olivier, ou alors donc ça lui donne des nouveaux modèles dont il montre justement qu'ils ne sont pas isomorphes, ils sont birationnels mais pas isomorphes et qui ont le même point de période. Là, je vais arriver à ça dans la deuxième partie, puisque c'est la contribution de Weibrecht qui va nous dire que systématiquement, en fait, ces exemples de variétés birationnelles mais pas isomorphes, ce sont des contre-exemples à Torelli. Enfin. Et donc ça, c'était ce qu'avait fait Olivier dans sa note. D'autres exemples de P2. Donc, par exemple, typiquement, si vous prenez S, donc, une surface 4,3 qui est obtenue comme revêtement double de P2 ramifié le long d'une courbe sextique, eh bien, vous avez naturellement une copie de P2 dans le S2, à savoir que chaque fois que vous avez un point X dans le P2, vous pouvez prendre son image inverse ici, ça donne 2 points, ça donne un sous-schéma de longueur 2 dans S. Donc ça vous donne un autre exemple. Alors dans ce cas-là, je pense que quand on applique le flop de Mukai, je ne suis pas absolument sûr de moi, donc la variété X', donc ça c'est mon autre X, on fait cette transformation de barre Mukai le long de ce P2. Je pense que c'est la fibration jacobienne. La fibration jacobienne, donc pour la famille des courbes de genre 2 qui sont, vous tirez en arrière, donc c'est sur le P2 dual. Donc, le P2 dual, ça paramètre des droites ici. Chaque fois que vous avez une droite au-dessus, la courbe que vous obtenez, c'est une courbe de genre 2. Donc vous avez la fibration jacobienne associée. Et donc, un point dans la jacobienne d'une courbe de genre 2, elle est birationnelle au C2. Donc génériquement, ça donne clairement une transformation birationnelle entre. Donc ça c'est le J2, donc pic de degré 2 ou pic de degré 0, c'est pareil. Et ça c'est clairement birationnel. S2. Voilà, donc là je vais m'arrêter là. Et puis dans la deuxième partie, je vais expliquer en fait la réciproque à ce lemme de Burns-Rapoport, qui est le théorème fameux de Weibrecht, disant qu'inversement, si vous avez deux variétés hyperkählériennes birationnelles, eh bien elles sont des déformations l'une de l'autre et elles représentent deux points non séparés de l'espace des modules marqués. Alors donc, comme je l'ai dit, ce que je vais faire maintenant, c'est expliquer la preuve de ce théorème vraiment très important de Weibrecht. Bon, bien sûr, sur les exemples, son théorème avait été préparé par, finalement, 20 ans avant, par les travaux de Barr, Mukai, donnant des exemples explicites de telles situations. En particulier dans le cas des flops de Mukai, je renvoie à l'article d'Olivier, on peut montrer explicitement le phénomène décrit par Weibrecht. Donc, si X et X' sont deux variétés donc, hyperkählériennes qui sont biméromorphes, alors elles sont des déformations l'une de l'autre
mais même mieux que ça, en fait, elles correspondent à deux points non séparés de l'espace de module marqué. Voilà. Donc concrètement, il va falloir faire ça. C'est ce que fait Weibrecht. Il fait vraiment, il construit donc une déformation de X paramétrée par le disque avec la propriété que eh bien, xt est isomorphe. Donc ça c'est une déformation donc x', enfin, c'est une déformation de tel que xt est isomorphe à x't. Et bien sûr, les fibres centrales. Donc la situation théorique que j'ai étudiée, enfin que j'ai décrite dans le lemme de Burns-Rapoport, en fait, non seulement elle existe, mais elle est systématique. Inversement, lorsque vous avez des variétés birationnelles, eh bien, c'est la situation qu'on rencontre. Alors, il y a un certain nombre d'étapes, avec des étapes intermédiaires qui sont très intéressantes. La preuve finale n'est pas... elle est rusée, mais elle n'est pas si compliquée que ça. C'est plutôt les étapes intermédiaires qui sont vraiment d'un intérêt indépendant. Donc, je vais prendre mon temps pour expliquer ça. Peut-être qu'il y a une remarque de départ à faire qui ressemble beaucoup à ce que j'ai expliqué dans le cas des transformations birationnelles entre surfaces K3. Eh bien, c'est que lorsqu'on a une transformation birationnelle, alors, donc avec x et x' des variétés hypercalériennes, alors, 1, il existe des ouverts U et V de x et de x' respectivement, donc, tels que la codimension de x moins u est supérieure ou égale à 2, la codimension sont des ouverts de Zariski. La codimension de x' moins v est supérieure ou égale à 2, donc le complémentaire c'est un sous-ensemble analytique fermé. Et phi induit un isomorphisme donc de U vers V. Alors ça c'est très particulier, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Là j'avais éclaté des points, mais en fait j'ai dû les recontracter. Donc finalement, dès le départ, je pouvais dire que x moins les points d'indétermination, c'était quelque chose sur lequel j'avais un isomorphisme. Donc il y a ça. Et donc comme corollaire, parce que le groupe de Picard, ça se calcule sur des ouverts comme ça, où je retire quelque chose de codimension 2. Donc 2. Donc une partie est impliquée par 1, c'est que ce phi induit un isomorphisme phi étoile de H2 de XZ et un H2 de... Alors, non, c'est pas dans le bon sens. Ah, c'est simplement parce que, tout simplement, quand vous retirez quelque chose de codimension 2 complexe, vous ne changez pas le H2, c'est codimension 4 réel. Donc ça, c'est H2 de VZ, et ça c'est H2 de UZ. Voilà. Mais il y a une information supplémentaire et qui est absolument non triviale, c'est que le phi étoile préserve Q, enfin, donc Q, enfin plutôt cet isomorphisme ici, il envoie Q sur... non, c'est le contraire, Q',
sur Q. Donc là, il y a une petite addition qui n'est non triviale. Alors, la preuve ici est exactement la même que pour les K3. Ce que j'ai fait, vous désingularisez votre phi par des éclatements. Bon. Après, vous appliquez la formule après, donc, du coup, vous avez un vrai phi tilde qui est un morphisme de degré 1 au-dessus du x'. Bon. Mais après, vous appliquez la formule de fibre canonique et vous apercevez que les diviseurs que vous avez éclatés, vous devez les recontracter. La seule différence avec le cas des surfaces K3, c'est que dans le cas des surfaces K3, les diviseurs exceptionnels, c'était des courbes. Donc quand je recontracte une courbe, il n'y a pas 36 manières pour la recontracter, je dois juste la contracter sur un point et ça s'arrête là. Mais ce qui se passe et c'est ce qu'on voit très bien dans les transformations des flops de Mukai, le diviseur exceptionnel qu'on a éclaté, en général, on va le recontracter, mais d'une manière différente. Donc c'est ça qui va se passer. Mais une fois qu'on a ça, l'existence de ce U et ce V est très simple. Vous prenez X moins le lieu d'indétermination, doit être isomorphe à X' moins le lieu d'indétermination, si vous voulez, de phi moins 1. Et donc là, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc du coup, le 2, j'ai déjà donné l'explication. Hein. Vous vous restreignez à un ouvert dont le complémentaire est de codimension 2 complexe, donc ça ne change pas la cohomologie de degré 2, ni même degré 3 d'ailleurs. Mais maintenant, le fait que ça préserve la forme quadratique est non trivial. Peut-être que je peux expliquer un tout petit peu pourquoi c'est vrai. Bon, il y a une partie qui est facile, c'est disons il y a une partie de la cohomologie qui est ce qu'on appelle le H2 de X Z TR et H2 de X' Z TR. Alors comment on va définir ça? Donc c'est, on va dire, plus petit, c'est des petites sous-structures de Hall. Content le H de 0. Voilà, et là pareil, concrètement c'est le plus petit sous-réseau qui est, je veux dire, donc on va dire, bien sûr on demande que c'est un sous-réseau donc saturé, voilà, c'est le terme que je cherchais. Sinon, on va dire des bêtises. Et ce qu'on demande, c'est qu'il soit le plus petit possible en étant saturé et tel que quand on fait tenseur C, ça contienne le H de 0. Donc, ça pourrait être tout. Hein, c'est le cas où il n'y a pas le groupe de Néron-Severi est trivial. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que le H2, ça contient ça, plus le groupe de Néron-Severi. Et en fait, ce n'est même pas tout à fait le cas général. Parfois, c'est plus compliqué. Le fait est qu'on a une bonne partie ici qu'on comprend assez bien, parce que sur cette partie-là, j'ai ça. Alors, on n'aime pas du tout les transformations birationnelles, parce qu'a priori, elles vont agir sur la cohomologie, mais pour comprendre l'action sur la cohomologie, on est obligé de faire ça. Et ce qu'on appelle le phi étoile, en fait, c'est par définition, ça sera le taux étoile composé avec phi tilde d'étoile. Et à cause de le phi tilde d'étoile préserve le cup produit sur la cohomologie, mais quand on applique ce taux étoile, ça ne préserve plus. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais en fait, il y a une petite remarque à faire qui est que sur le H2 de XZTR, on a phi tilde d'étoile de alpha. C'est plutôt là.
qui est égal à tau étoile bêta, et bien sûr, a posteriori, le bêta, ce sera phi étoile alpha. Donc, je réapplique le tau étoile, et tau étoile en bas composé avec tau étoile en haut, ça me donne l'identité. Voilà. Et pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que c'est vrai sur H2,0, et du coup, c'est vrai en plus, on a affaire à des morphismes de structure de Hodge, donc ça va être vrai sur toute la plus petite structure de Hodge contenant H2,0. Et alors, du coup, cette formule, elle est très agréable parce que ce problème que j'ai mentionné, que le tau étoile en bas, il n'est pas multiplicatif, il se présente plus. Quand je tire en arrière le alpha, c'est déjà le tirer en arrière. Et du coup, ça me dit que somme sur x' de alpha puissance n, bon, ça ne change pas quand on tire par le phi tilde étoile, puisque c'est un morphisme de degré 1. Donc, ça va être somme sur x tilde de phi tilde étoile alpha puissance n. Et ça, c'est la même chose que somme sur x tilde de tau étoile bêta puissance n. Et ça, c'est somme sur x de bêta puissance c. Et donc, ça nous dit que sur cette partie de la cohomologie, eh bien, cette forme d'intersection qu'on a déjà regardé souvent, là, de polynomiale, cette forme homogène de degré n sur le H2, elle est en fait préservée par le morphisme phi étoile. Donc, préserve forme sur, mais malheureusement seulement sur. Alors, cet argument, en fait, vous voyez bien qu'on n'a pas fait beaucoup intervenir la structure hyperkählérienne pour l'avoir. Mais maintenant, ça entraîne au moins par la relation entre cette forme-là. Ça, on sait que c'est la forme de Boville-Bogomolov à la puissance m, modulo un certain coefficient. Mais ça entraîne que Q égale Q' sur le H2 de X. Sur la partie transcendante. Voilà. Là même, je triche un petit peu, ça l'entraîne presque, mais il peut y avoir, ça montre peut-être pas tout à fait que les deux constantes lambda x et lambda x' sont les mêmes, donc au moins ça montre qu'elles sont proportionnelles. Après, c'est priorisé, mais je pense que je n'aurai pas le temps de le faire. Donc pour avoir l'égalité des deux formes de Boville-Bogomolov sur toute la cohomologie, ce que fait Weibrecht, c'est qu'il utilise en fait, la formule originale de Boville pour la forme de Boville-Bogomolov, qui fait intervenir. Donc, c'était vraiment Boville, mais on peut retrouver ça bien sûr par la formule de Fujiki. En particulier, ça va nous donner que sur H11, on va trouver que somme sur x, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est une manière d'exprimer la forme quadratique sur le H11. Donc on va avoir ça, sigma bar à la puissance m-1, pardon, alpha bêta. Et bien ici, il y a un coefficient qui va faire intervenir la constance de lambda x et ce coefficient combinatoire. Bon, j'ai un certain coef. Donc c'est combinatoire plus le lambda x. Et ici, on va trouver Q de alpha bêta. Et alors, quand on voit cette formule-là, on comprend, c'est là qu'on comprend vraiment cet énoncé-là, parce que le point clé, c'est la chose suivante. Donc, j'ai dit que j'avais, c'est ce qu'on a vu dans ces transformations, ce qui se passe, on a un lieu d'indétermination Z qu'on doit éclater et qu'on doit recontracter. Mais du fait qu'on l'éclate et qu'on le recontracte, le Z qu'on éclate, il est forcément uniréglé.
Ça, c'est vraiment un point très important. On le recontracte, mais pas de la même manière. Ça veut dire que tout ce qu'on recontracte, c'est des courbes rationnelles qui vont être contractées. Ça va s'envoyer sur le z de façon non triviale. Et donc, du coup, toutes ces composantes, tous les lieux d'indétermination z sont uniréglés. Et comme ils sont uniréglés, ce sigma bar à la puissance m-1 va s'annuler dessus. Et c'est ça qui fait marcher parce que simplement le sigma puissance m-1 va s'annuler dessus. Et c'est ça qui fait marcher la preuve à la fin. Donc ça, il y a un petit point un peu coton dans cette démonstration. Alors maintenant, donc je vais garder, donc on garde en mémoire ça, qui sera important à un moment donné. Et maintenant, le deuxième point, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu le même formalisme, mais c'est bon à savoir. Donc proposition. Alors là, probablement qu'une partie est due à Fujiki, une autre partie est peut-être due à... Enfin, je veux dire, selon les contextes, j'imagine que Verbitsky... c'est un peu difficile d'attribuer... les énoncés parfois se recouvrent sans qu'il y ait forcément de priorité. Donc c'est la chose suivante. Donc, je prends X, une variété hyperkählérienne. Je me donne, maintenant on va revenir à notre déformation universelle comme ceci. Donc en particulier avec la cohomologie dans les fibres canoniquement identifiée. Donc maintenant je me donne un alpha dans H2i de X. Là, ce n'est pas la peine de spécifier les coefficients, mais ça peut être très bien une classe de cohomologie à coefficients complexes. Et donc la proposition dit la chose suivante, donc soit alpha donc de degré 2i, tel que eh bien, alpha t, donc comme je dis, dans cette situation, toutes les fibres sont en C infini ou en topologique identifiées à la fibre centrale. Donc je pousse ma classe à alpha et je la regarde sur la cohomologie de xt. Et la condition, c'est que ce alpha t soit dans la cohomologie de type II de xt, donc quel que soit t. Alors, maintenant je regarde, mettons f alpha de bêta égale somme sur x de, alors je vais mettre ici alpha, et là je vais mettre bêta à la puissance n-i. Et je dis que cette forme-là, d'une part, donc, elle est égale à 0 si i est impair, et elle est égale à un certain lambda alpha Q de bêta à la puissance m moins j, si i égale 2j. Alors, là, pardon, c'est pour... bien sûr, ça c'est quel que soit bêta dans H2 de x, encore une fois. Ce n'est pas la peine de spécifier les coefficients, on peut mettre coefficients complexes si on veut. Alors la démonstration, en fait, elle est exactement la même que celle que j'ai faite pour le cas où alpha est le cas où i égale 0, alpha est degré 0, c'était la preuve de l'identité fondamentale de Fujiki, disant que reliant la forme d'intersection de degré n et la forme quadratique. Mais je vous rappelle rapidement comment ça marche. Donc, on pose i égale 2j ou i égale 2j moins 1. Et on remarque que quel que soit donc, sigma t donc dans h de 0 de
xt. Donc t est une petite déformation de... Donc xt est une petite déformation de x, t est dans B univ. Eh bien, on a sigma t puissance m moins j. Alors, est-ce que c'est moins j plus 1 ? Voilà. Alpha est égal à 0 dans H2 dans la cohomologie de xt. Pourquoi ? Parce qu'on regarde les types, on se place sur xt. Ça, on sait que c'est de type I. Et ça, c'est de type 2, 0. Donc ici, je vais trouver 2m moins 2j plus 2, qui vaut n moins 2j plus 2, 0. Et donc, quand j'ajoute i, eh bien, que ce soit pour cette valeur ou pour cette valeur-ci, eh bien, je trouve que ce truc-là est toujours supérieur à 0. Donc, je fais ça, donc je dois ajouter i. D'accord. Et donc, le premier coefficient ici, ça va faire plus i, donc ça va donner supérieur à n. Voilà. Et donc, pour des raisons de type, ça va s'annuler. Et donc, du fait que j'ai ça, c'est fini. Ça va nous dire que cette forme que j'ai notée f alpha s'annule à l'ordre. Alors là, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça va s'annuler à l'ordre, eh bien, à l'ordre n. Je pense que ça veut dire que ça s'annule à l'ordre n-i. N-i plus m-j. Le long de l'image de l'application des périodes, mais ça c'est exactement ce que j'ai appelé D univ, donc qui est un ouvert de ma quadrique Q. Et alors après, bon, bah donc, là je sens que je vais risquer de passer trop de temps dessus. Vous écrivez aussi que degré de f alpha, bien, on sait ce que c'est, hein, c'est n-i. Est supérieur ou égal à donc, 2 fois ce nombre-là, n-i plus m-j. Voilà. Donc, non, c'est pas plus, c'est moins. Voilà. Comme ça. Bon, alors là, ça va là, je laisse le soin de vérifier que ça entraîne que si f alpha est pas nul, enfin, je veux dire, en fait, le cas i égale 2j-1, vous allez trouver qu'il y a une contradiction dans les degrés. On trouve que i égale 2j. Et finalement, f alpha est une puissance de Q. Voilà, donc on a ça. Et alors maintenant, quels sont les... cette remarque a vraiment plusieurs corollaires importants. L'un qui est dû à Weierstrass lui-même et l'autre qui est dû à Fujiki. Oui, donc je pense que je vais mettre ça. Donc, les applications de cette proposition, donc ça va être corollaire 1, qui est dû à Fujiki, donc qui concerne Riemann-Rohr pour les fibrés en droite. Sur holomorphe. Donc ça va nous dire que si X est une variété hyperkeulérienne, donc L
est un fibré en droite holomorphe. Alors non, justement, donc, il existe un polynôme P, donc est un polynôme à coefficient rationnel qui ne dépend que de x, donc, et qui est de degré m. Donc, la dimension, encore une fois, c'est 2m. Donc il existe un polynôme tel que, pour tout fibré en droite holomorphe sur x, quand je calcule la caractéristique de l'aire point carré qui de xl, c'est la même chose que P de Q de M, où L, bien sûr, c'est la première classe de Chern de L. Eh bien, pourquoi c'est une application de la proposition que je viens d'effacer d'ailleurs. Donc, démonstration. Donc, on applique la proposition. Eh bien, aux classes, disons, on va dire CI de X, c'est-à-dire si vous prenez n'importe quel polynôme, donc c'est un polynôme en les classes de Chern. Les classes de Chern, ce sont les classes de Chern du fibré tangent. Donc, c'est des PI de C1, Cn. Bon. Ce sont des classes qui sont localement constantes, bien sûr. Donc, quand je prends cette classe-là, je la transporte, ça va se transporter sur Ci de xt. Mais comme ce sont les classes de Chern du fibré tangent, elles sont de type II avec I égale bien le degré degré à poids du polynôme PI. Alors donc ça veut dire que pour chaque telle classe, quand je vais calculer somme sur x de CI de x, eh bien bêta puissance n moins i, eh bien ça va être un nombre rationnel qui est déterminé ici comme ça, fois la puissance adéquate de Q de bêta. Et donc ça, plus bien sûr la formule de Riemann-Roch, qui nous dit que Q de xn égale somme sur x de taux x CHL. Et donc, je n'ai simplement pas besoin de l'expliciter, ça va être sigma pour de i allant de 0 à n de PI. PI, c'est un certain polynôme de degré i comme ça. Et puis ici, je vais mettre L puissance n-i. Donc, et donc, on a vu que ça va valoir 0 pour i impair, et sinon, ça va valoir sigma de j égale 0. Pour i pair, eh bien, on va avoir à chaque fois la puissance adéquate de L. Donc lambda, donc, ça va être juste 2i, Q de L à la puissance m. Ça peut être écrit comme ça. Moi, je sélectionne uniquement les i qui sont de forme 2j. Et donc, on a terminé cette démonstration. Le second corollaire est beaucoup plus difficile et a recours à beaucoup plus de résultats très très profonds.
Donc, corollaire 2, qui est dû à Weibrecht. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est mieux de dire que ce résultat, c'est Weibrecht de Mailly-Buxom. Parce que dans la réalité, Weibrecht avait d'abord annoncé, ensuite sa première démonstration était incomplète et il a fallu avoir finalement recours à des résultats très difficiles de Mailly-Pone, mais peut-être même mettre Pone dans l'affaire pour compléter la démonstration. Donc le résultat, c'est la détermination donc, du cône de Keller de X. Alors, X n'est non pas une variété, là je vais donner vraiment la forme la plus simple, non pas n'importe quelle variété hyperkeulérienne, mais ça va être une variété hyperkeulérienne très générale. Très général, oui, on va le faire comme ça. Donc, le résultat est le suivant. C'est vraiment un théorème très important. Alors oui, le cône de Keller, K, donc c'est contenu dans H11 de XR. Donc, vous prenez la cohomologie réelle, mais aussi de type 1,1. Donc, c'est à l'intérieur de la cohomologie complexe, c'est H11 intersecté avec, intersecté avec H2 de XR. Et vous prenez l'ensemble des classes de Keller. Bon, c'est un cône ouvert, mais une fois qu'on a dit ça, il faut encore dire quelque chose de plus. Et en général, il peut être très compliqué. Et ce que dit Weibrecht, c'est que si X est très général, donc, eh bien, le cône de Keller de X, c'est une composante connexe de Q supérieur à 0. Alors, vous voyez, donc, ce qui se passe, c'est que sur H11, la forme quadratique Q est de signature. Bon, il y a un 1+, ça c'est le théorème de l'indice de Hodge, qui nous dit que ça a une signature comme ça. Donc, quand vous faites Q supérieur à 0, il y a deux composantes. Et alors, bien sûr, il va y en avoir une seule qui va contenir les formes de Keller, et l'autre, ça sera l'opposé. Enfin, les classes de Keller. En général, les choses vont être plus compliquées. En général, si on regarde des variétés générales, et aussi quand on regarde des variétés hyperkeulériennes plus spécifiques. Alors, je vous dis rapidement comment ça marche. Oh mince, j'ai effacé le théorème. Bon, tant pis. Eh bien, pourquoi c'est un corollaire de la proposition? Ce qui se passe, c'est que donc, je regarde ça. Et maintenant, une conséquence du théorème de compacité de Bishop me dit, c'est la chose suivante. Bishop, c'est la propreté de ce qu'on peut appeler les schémas relatifs de Dwody, ou voilà, comme ça. Donc le schéma l'espace, schéma de Hilbert, on va dire schéma de Hilbert relatif. Alors, schéma de Hilbert, c'est pas très bienvenu, on va mettre Dwody ici. Bon, et donc ce que Bishop nous dit, c'est que ces espaces-là sont propres au-dessus de B univ, et ce qui est important, c'est qu'il n'y en a qu'un nombre dénombrable. Donc, parce qu'il suffisait de fixer la classe de cohomologie de l'espace analytique considéré pour obtenir la propreté. Et la conclusion, c'est que il existe une union dénombrable
de BI contenu dans B unive, tel que, donc ça devait être des fermés analytiques propres, c'est-à-dire d'intérieur vide. Ayant la propriété suivante, quel que soit T dans le complément, bon, c'est là que le point sera considéré comme très général, c'est quand il sera dans ce complément-là. Quel que soit Z donc, dans un sous-espace analytique, eh bien, le Z va correspondre à un point dans un schéma de Hilbert-Douady relatif qui domine B unive. Donc, alors là, le mieux de dire, donc, on va dire comme ça, Z, ce point-là est paramétré par un point dans un YI qui domine. C'est complètement trivial. C'est vraiment parce que ce Z, il est paramétré par un point dans un YI. Et si ce YI ne dominait pas, par définition, je l'aurais supprimé. Et donc le T ne serait pas dedans. Donc ce n'est pas mis grand-chose. Mais le point important ici, c'est que c'est la propreté, ça domine et donc c'est surjectif. Donc c'est surjectif ici. Et ça me dit, si on réfléchit bien, qu'il y a un ZT, alors bien sûr, on ne peut pas le paramétrer en général par B unive lui-même. Pour tout T, il y a un sous-espace analytique de la même classe de cohomologie. Et en particulier, ça me dit que la classe Z est de type II. Alors, je ne sais pas, il veut en dire KK. Hein. Donc, K, c'est la codimension de Z. Quel que soit, dans H2K de XT, quel que soit T d'un BI. Donc, on est exactement en position d'appliquer la proposition que malheureusement j'ai déjà effacée. Eh bien, j'en conclus que somme sur Z de bêta puissance n-k, là les Z sont, on va dire, coding K. Somme sur Z de bêta puissance n-k égale, mettons, lambda Z. Ce lambda Z est forcément supérieur à 0. Donc, forcément, d'abord, K doit être pair. Et donc, somme sur Z de bêta puissance n-k, ça doit être lambda Z, Q de bêta à la puissance. Là, on va mettre m moins i et 2i de K. Et le lambda Z doit être positif parce que vous testez sur des bêtas qui sont des classes de Keller. Voilà. Et donc on a ça, plus et bien maintenant le fait que on a un théorème vraiment fantastique de Magny et Pone qui dit que eh bien, ça c'est vrai pour toute variété compacte keylérienne. Eh bien, le cône de Keller K de X, c'est une composante connexe de l'ensemble des bêtas dans H11, tel que somme sur Z de bêta puissance n moins. Toutes ces intégrales soient positives pour tout Z contenu dans X sous espace analytique. Bon, ça, ce théorème est vraiment très important. Et l'application, dans notre contexte, vous voyez, si on prend une variété hyperkeylérienne très générale, eh bien, on doit calculer toutes ces intégrales. Mais le signe de ces intégrales, à cause de cette formule, il ne dépend que du signe de...
Donc, dans notre cas, eh bien, grâce à ce que j'ai expliqué ici, eh bien, le signe ici ne dépend que de Q de bêta. Enfin, c'est le même que celui de Q de bêta. Ça veut dire que toutes les inégalités qui sont demandées par Demailly, ici, elles vont se réduire à une seule, à savoir Q de bêta supérieur à 0. Donc ça, c'est... Et donc la conclusion, c'est que on a bien, ce théorème-là, dans ce cas-là, il devient exactement que c'est une composante connexe de... Donc, alors, par exemple, un corollaire, encore une fois, assez dur. Encore une fois, je dis Oebrecht, mais je pense que c'est... Derrière, il y a un sérieux coup de main de Demailly et Buxom. Oui, ici, j'ai mis Buxom, j'avais plutôt en tête de cette application-là, en fait. Le corollaire, c'est que soit X une variété hyperkeulerienne, alors X est projective, si et seulement si, il existe un L fibré en droite holomorphe, avec Q de L supérieur à 0. Bon, alors en fait, là c'est quand même assez dur. Bon, il y a une version plus précise qui dit que, mais ça résulte du théorème de Moïse-Jason, si le groupe de Néron-Séveri de X est égal à Z, donc on va mettre comme ça. Donc le tenseur Q c'est engendré par L, alors elle est ample. Bon. Bon, évidemment, ça c'est un corollaire si c'est projectif et que le groupe de Picard est Z, donc forcément enfin, L ou L-1. Voilà. Bon, ça c'est assez dur, je ne vais peut-être pas expliquer pourquoi c'est vrai, il faut vraiment utiliser, peut-être le mieux c'est de penser en termes de... Donc on déforme un peu et on dit que... Ce qu'on dit, c'est que par une petite déformation, par le théorème précédent, eh bien, on tombe dans le cône de Keller. Parce qu'une petite déformation, on va prendre une petite déformation très générale, la condition Q de L supérieure à 0, en remplaçant peut-être L par L-1, on va tomber dans le cône de Keller. Et si on adopte ce point de vue, on voit que la classe de L est grosse au sens de Demailly, c'est une limite de classe de Keller sur des variétés keuleriennes XT proches. Et alors après, il faut utiliser des choses fines sur la caractérisation des fibrés en droite gros en termes de courant. Enfin bon, c'est tout à fait difficile. Alors je pense que j'ai juste le temps maintenant de terminer la démonstration du théorème de Weierstrass, puisqu'on a rassemblé tous les ingrédients et que la fin est rusée, mais finalement c'est relativement simple. Donc, voilà, preuve du théorème de Weierstrass. Donc, j'avais dit qu'on avait cet isomorphisme comme ça. Et donc, je voulais construire une famille de déformations de X', dont les fibres X', T étaient en fait naturellement des déformations aussi de X. Alors donc maintenant, d'abord il y a ces polynômes qu'on a vus, P et P', qui sont les polynômes de Fujiki, calculant peut-être on va Q, donc ça c'est les polynômes de Fujiki.
Et donc, alors on va supposer que donc alors que je ne dise pas de bêtises. Oui, alors on veut déformer. Oui. On va supposer que, donc ça c'est le polynôme de Fujiki pour x, et ça c'est le polynôme de Fujiki pour x', et on va supposer que P est supérieur à Q. Et maintenant, donc on va, alors que je ne dise pas de bêtises, oui, voilà, donc on va partir d'un fibré L qui est ample. J'espère ne pas me tromper dans le signe de l'inégalité ici. Sur X. Hein. Donc, alors, c'est peut-être mieux de l'écrire comme ça. Voilà. Non, oui. Bon, enfin bref, donc L est ample sur X. Bon, peut-être qu'on changera l'inégalité en cours de route. Donc maintenant, le phi étoile L en général n'est pas ample sur X'. Mais ce qu'on sait, grâce à ce qu'on a montré à un moment donné, à savoir qu'il existe des ouverts dans X et X' qui sont isomorphes et qui sont tous les deux des complémentaires de Fermi analytique de codimension 2, donc au moins 2. Donc on a H0 de X L tenseur M égale H0 de X' L' tenseur M. Hein. Donc, quel que soit M. Hein. Pardon. Je donne la démonstration donc, dans le cas où c'est projectif, qui est infiniment plus facile. Alors, il faut savoir que si X est projective, X' est aussi projective. Bon, ça, c'est parce que ce sont des variétés keylériennes, et quand on est keylérien, le X' sera Moïse-Hézon, et Moïse-Hézon plus keylérien, c'est projectif. D'accord. Donc, alors maintenant, donc, ce qu'on fait, c'est que donc on a notre L' qui est sur X', il n'est pas forcément ample, mais on prend une petite déformation générale de X', donc préservant donc, le fibré L'. Donc maintenant, ça veut dire qu'on va avoir un fibré holomorphe sur la famille, et tel que le fibré L'T, donc enfin, c'est la déformation, comme ça, L'T soit ample. Et ça existe grâce à ce théorème. Parce qu'on prend par exemple tout simplement une déformation pour laquelle le groupe de Néron-Severi de X''T est engendré par ce L'T. On sait que la variété est projective parce qu'elle a un fibré endroit tel que Q de L. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est écrit là-bas. Et donc, le L'T soit ample, bien sûr, pour T très général dans delta. Et donc, alors maintenant, donc ça veut dire que qui de X''T L'T tenseur M, c'est égal à H0 de X''T L'T tenseur M. Et c'est égal au polynôme de Hilbert. Alors voilà, donc c'est là que je me suis trompé. D'abord, j'ai mis supérieur, d'abord j'aurais fait forcément. Donc on va mettre ça. Et donc ça, c'est par définition le Q de. Alors il faut mettre ici M2. M2Q de L'.
Donc ça, et ça, par le fait que le polynôme Q est supérieur ou égal au polynôme P, c'est supérieur ou égal, bien sûr, pour M suffisamment grand, à donc P de M2 Q de L'. Mais ça, on a vu que c'est égal à H0 de X'0, M'0, tenseur M. Et maintenant, les inégalités marchent dans le mauvais sens parce que la semi-continuité inférieure va nous dire que ce truc-là, ça doit sauter et non pas décroître sur la fibre spéciale. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, ici, on doit avoir égalité. On doit avoir égalité, donc en fait, on doit avoir Q égale P, et en plus, et le L' satisfait le changement de base. Et du coup, c'est fini, parce que je prends, maintenant, je prends le proj. Alors, j'ai le droit, parce que maintenant, je fais pi étoile, donc plus sur M de pi étoile L' tenseur M. Ça, c'est une algèbre de type fini qui a un proj. Et surtout, donc, ça me donne ça satisfait le changement de base au sens où au-dessus de 0, ça va donner alors d'abord, bon, donc ça c'est un truc au-dessus de delta. Si je regarde pour t très général, eh bien j'obtiens tout simplement la fibre X', puisque le L' est ample. Mais pour t égale 0, eh bien ce que j'obtiens, en fait, c'est tout simplement x0. Pourquoi c'est x0? C'est parce que j'ai dit que ça satisfait le changement de base. Donc quand je restreins ces sections-là sur x'0, ce que j'obtiens, c'est ces sections-là qui sont les mêmes que celles que j'ai sur x. Et le proj de... Le proj de cette algèbre, c'est mon x parce que le L est ample sur x. Voilà, donc c'est exactement ça l'astuce. Et je suis désolée d'avoir dépassé le temps. Donc vous voyez, c'est très très astucieux, mais finalement, ce qu'il y a derrière est encore plus profond, à mon avis. Et la démonstration dans le cas keylérien, je me souviens plus, j'avoue, je me souviens plus comment il fait. Alors je vais arrêter là.